Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce 15 octobre. Voici les titres de ce journal. La tension renaît en Catalogne après le verdict dans le procès des leaders indépendantistes condamnés à de lourdes peines de prison. Depuis hier, des manifestations, blocages et affrontements ont lieu à Barcelone. Le bras de fer entre les indépendantistes et le pouvoir à Madrid reprend en force. La communauté internationale préoccupée par l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. L'opération dure depuis près d'une semaine. Les Européens ont demandé une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain. Il y a 6 mois tout juste brûlait la cathédrale Notre-Dame de Paris. La reconstruction n'a pas encore commencé. L'heure est toujours à la consolidation de l'édifice. Plus de 900 millions d'euros de promesses de dons ont été récoltés pour sauver Notre-Dame. Et puis on terminera par une exposition consacrée aux femmes dans l'art. À travers ces toiles, un hommage à la lutte pour le mouvement des droits des femmes. Une exposition à découvrir à l'ancienne Galerie nationale de Berlin. Bienvenue la Catalogne, donc toujours sous tension au lendemain du verdict de la Cour suprême espagnole dans le procès des leaders indépendantistes. 9 d'entre eux ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 13 ans de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession. Ce verdict a déclenché la colère de nombreux Catalans qui bloquent depuis hier des rues et des voies ferrées. Des vols ont aussi été annulés à l'aéroport de Barcelone qui a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des indépendantistes menacent de faire de la Catalogne un nouveau Hong Kong. De son côté, le gouvernement espagnol affiche sa fermeté. On fait le point avec Luis Brozolo. Au lendemain du verdict de la Cour suprême espagnole qui a condamné 9 anciens dirigeants catalans pour sécession, les indépendantistes ne comptent pas en rester là. Le président de l'exécutif catalan a affirmé qu'il ne renoncerait jamais à l'autodétermination et s'attelle à remporter la bataille pour l'opinion publique internationale. Nous avons envoyé des lettres au ministre des Affaires étrangères et aux institutions internationales pour les informer de ce verdict injuste. Nous voulons condamner cette décision de justice pour le bien de la démocratie en Espagne. À cause de ce verdict, nous porterons ce conflit devant l'Europe et le monde entier, devant les Nations Unies et devant un tribunal international. Un recours de la décision de la Cour suprême pourrait se faire devant le tribunal constitutionnel espagnol, mais les indépendantistes, devant un procès qu'ils jugent politique, pourraient passer directement par la Cour européenne des droits de l'homme. Du côté de Madrid, on réaffirme l'indépendance de la justice espagnole. Cette décision de justice ne visait pas à résoudre le problème politique, car les juges ne sont pas là pour régler les problèmes politiques. Ils sont là pour appliquer la loi et définir les actes en fonction du code pénal. Les législatives de novembre en vue, le chef du gouvernement espagnol espère l'apaisement et demande un dialogue. Mais à moins d'un mois des élections, la question de l'indépendance de la Catalogne n'a pas fini d'hystériser les débats. Bientôt une semaine que la Turquie a lancé son offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Cette opération militaire qui a déjà fait plusieurs victimes civiles continue d'être condamnée avec force par les Occidentaux qui s'inquiètent de la fuite de djihadistes. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir demain à la demande des Européens. Le point avec Raphaël Vivant. Quartier après quartier, les forces turques et leurs supplétifs syriens progressent dans Ras al-Ain. Au 7e jour de l'offensive menée par Ankara, les forces kurdes opposent toujours une résistance acharnée dans cette ville clé du nord-est syrien. Lundi, les Kurdes ont conclu un accord avec leur ennemi d'hier, Damas, sur le déploiement de l'armée syrienne et de son allié russe près de la frontière turque. Un retournement d'alliance qui montre toute la complexité de ce conflit. En Occident, on craint notamment que cette instabilité profite à l'organisation État islamique. Je m'inquiète des conséquences concernant notre ennemi commun, le groupe État islamique, et des progrès que nous avions réalisés dans la lutte contre ce dernier. Il est extrêmement important que nous préservions nos acquis et c'est pourquoi nous avons discuté de la situation dans le nord de la Syrie la semaine dernière, au siège de l'OTAN. Après l'échec des discussions jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir une nouvelle fois mercredi. Les Européens devraient une fois encore appeler la Turquie à cesser immédiatement son offensive. J'ai déjà donné mon point de vue et nous estimons qu'en raison des questions de sécurité, cette offensive doit cesser. Elle provoque énormément
énormément de souffrance et elle apporte également une grande incertitude concernant la lutte contre Daesh. Depuis mercredi, 104 combattants kurdes et une soixantaine de civils ont été tués, selon un dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Toujours d'après cette ONG, l'armée turque s'est déjà emparée d'une quarantaine de villages du nord-est syrien, entraînant la fuite de près de 130 000 personnes. En France, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté ce soir le projet de loi bioéthique. Le texte porte sur plusieurs points sensibles, liés notamment à la filiation, à l'accès aux origines ou aux recherches scientifiques sur les cellules souches et les embryons. On retrouve tout de suite dans la salle de rédaction Cyril Forneris. Bonsoir Cyril. Alors ce projet de loi est l'un des grands chantiers sociétaux du président Macron. Oui Julien, la mesure phare de la loi dite bioéthique, c'est l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, c'est-à-dire aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. La France est le 12e pays de l'Union européenne à le faire. La PMA pour toutes est autorisée en Espagne, au Royaume-Uni ou encore en Belgique. A l'inverse, elle reste interdite en Allemagne, en Italie et dans certains pays de l'Est. Cette loi, elle a été soutenue par la majorité présidentielle et la gauche, mais elle a été aussi critiquée par les élus de droite. On se souvient que Nicolas Sarkozy, le dernier président de droite, lui était en faveur de la PMA uniquement pour les couples hétérosexuels infertiles. Il faut le rappeler, ce projet de loi a fait descendre des gens dans la rue, mais tout de même bien moins que la Manif pour tous qui s'opposait à l'époque à la précédente grande réforme sociétale en France. C'était l'ouverture du mariage aux couples homosexuels, une promesse de François Hollande. Voilà, Emmanuel Macron a lui aussi réussi sa réforme progressiste. Il y a 6 mois, jour pour jour, les Français assistaient impuissants à l'incendie de la charpente de Notre-Dame de Paris. Depuis, 900 millions d'euros de promesses de dons ont été récoltés pour la reconstruction, a annoncé aujourd'hui le gouvernement. 6 mois après la catastrophe, l'heure est toujours aux travaux de consolidation et de sécurisation du site. De nombreuses œuvres d'art de Notre-Dame ont été mises à l'abri. Raphaël Vivant. C'est l'une des pièces maîtresses de la cathédrale Notre-Dame, ravagée en avril dernier par un grave incendie. Cette statue de la Vierge et l'Enfant vient d'être transférée dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, située dans le 1er arrondissement de Paris. Adossée à l'un des piliers de Notre-Dame, la statue a échappé à l'effondrement du toit. Donc il y a forcément des pierres de la voûte qui sont passées à quelques centimètres de cette statue sans la casser. Et c'est vrai que les jours qui ont suivi le sinistre, une des premières choses que l'on faisait le matin en arrivant, c'était de voir si elle était toujours là, parce qu'on ne pouvait toujours pas la déposer, la zone n'était pas du tout sécurisée. 6 mois après l'incendie, la plupart des œuvres de Notre-Dame ont été transférées dans d'autres édifices ou sont en cours d'analyse pour estimer les dégâts. Le chantier, pour sa part, reste en phase de sécurisation. Selon le ministre français de la Culture, cette étape est loin d'être terminée. Donc encore plusieurs mois pour sauvegarder totalement Notre-Dame de Paris et en parallèle pouvoir finir le diagnostic, l'état sanitaire complet de Notre-Dame de Paris. État sanitaire qui permettra ensuite de pouvoir établir précisément le plan d'action de restauration. De nombreux défis attendent encore les équipes chargées de la sécurisation, comme le démontage de l'échafaudage qui soutient actuellement le toit, ou encore le nettoyage du site pollué au plomb. Selon les autorités, la restauration effective de la cathédrale ne devrait pas démarrer avant le 2e semestre de 2020. Dans l'actualité également, cette nouvelle bavure policière aux États-Unis. Cela s'est passé au Texas et la victime est une jeune femme noire tuée à son domicile. Olivier Peggy. C'était samedi dernier aux États-Unis, la caméra embarquée d'un policier en opération dans la ville de Fort Worth, au Texas. Contacté par un voisin qui constatait que la porte d'une maison était restée ouverte, l'agent de police s'est rendu sur place. Il entend du bruit à l'intérieur, aperçoit du mouvement. Sans sommation, il tire à travers la fenêtre. À l'intérieur, une femme de 28 ans, elle s'occupait de son neveu de 8 ans. Touchée par le tir du policier, elle est morte avant l'arrivée des secours. Ce tragique fait divers a eu une résonance particulière. Le policier était blanc, la victime était noire.
Les médias américains ont retrouvé celui qui avait prévenu la police. Quand j'ai appelé, je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un cambriolage. Je n'ai pas dit que des gens se battaient. Je n'ai rien dit qui laisserait penser qu'il fallait intervenir avec une arme. Je pense qu'il suffisait à la police de frapper à la porte de cette maison. L'auteur du coup de feu, l'officier Aaron Dean, a démissionné quelques heures avant d'être arrêté. La police de la ville, consciente de l'indignation causée par cette affaire, fait profil bas. Pour les citoyens et les habitants de la ville, nous sentons et comprenons votre colère et votre désarroi. Nous sommes à vos côtés. Nous travaillons ensemble pour faire de notre ville un meilleur endroit pour nous tous. L'enquête a été confiée au FBI. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Voici, comme chaque jour désormais, un tour d'horizon de l'actualité vu par nos confrères des autres éditions linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Italia, regno dell'evasione. L'economia non osservata, vale a dire attività clandestine. Notre bureau italien se penche sur l'évasion fiscale qui atteint toujours des sommets en Italie. Elle joue un rôle important notamment dans les secteurs du commerce, des transports ou de la restauration. Les pertes sont énormes pour l'économie italienne. Rome entend accentuer la lutte contre l'évasion fiscale. Plusieurs pistes sont explorées, dont la réduction des paiements en liquide et des incitations à payer par carte de crédit. Un buco nero da 79 miliardi di euro. Em Moçambique, mais de 13 milhões de eleitores são chamados às urnas esta terça-feira para eleger o próximo. L'équipe portugaise d'Euronews s'intéresse aux élections générales au Mozambique. 13 millions d'électeurs appelés aux urnes. Un scrutin qui se déroule dans un contexte tendu marqué par la crise économique et des conflits armés. Des violences ont émaillé la campagne électorale. Le parti au pouvoir depuis 4 décennies est le grand favori, mais il pourrait sortir affaibli de cette élection. O líder histórico da Renamo, Afonso Dhlakama, far-se-á entre a Frelimo e a Renamo. Россия на фоне прохладных отношений с Западом смотрит на восток. 15 октября российский президент... Nos confrères russes se penchent sur la visite de Vladimir Poutine à Abu Dhabi, une visite fructueuse pour le président russe qui a signé des accords avec les Émirats pour un total de plus d'1 milliard de dollars, notamment dans le domaine énergétique ou en matière de coopération spatiale. Vladimir Poutine est en quête de nouveaux débouchés pour l'économie russe en panne de croissance. Il était la veille en Arabie Saoudite. On termine ce journal par une exposition en Allemagne consacrée aux femmes dans l'art à découvrir à l'ancienne Galerie nationale de Berlin. Une exposition qui rend hommage à celles qui ont contribué au combat pour les droits des femmes. Voyez ce sujet signé Nathan Joubion. Il y a 100 ans, les femmes obtenaient le droit d'étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, quelques mois seulement après avoir obtenu le droit de vote. À l'ancienne Galerie nationale de Berlin, une exposition célèbre cet anniversaire, une étape alors importante dans l'histoire des droits des femmes en Allemagne. Quand nous regardons notre collection, nous remarquons qu'il y avait des femmes artistes avant cette époque. Comment ont-elles pris de l'importance? Comment ont-elles réussi à faire entrer leurs œuvres dans la collection de l'ancienne Galerie nationale? Et comment devrions-nous évaluer ces peintures aujourd'hui? Les artistes ne sont pas montrés ici comme des victimes de leur époque, mais comme les initiatrices d'un grand mouvement pour les droits des femmes, quittant parfois une Allemagne conservatrice pour vivre dans un Paris libéral. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à bientôt.